Bonjour à tous, bienvenue dans Curieux de Nature. On s'intéresse aujourd'hui au sanglier, cet animal qui fait beaucoup parler de lui, peut-être parce qu'il fait des ravages le long des routes, dans les cultures ou nos jardins, peut-être aussi parce qu'il y a eu ce traumatisme de la peste porcine africaine. Et pourtant, le sanglier reste un animal essentiel à l'équilibre de nos biotopes. Vous êtes curieux de découvrir ça avec nous? C'est parti! Bonjour Alain Licope. Bonjour Julie. Alors vous, le sanglier, comme d'autres mammifères de nos forêts, vous l'étudiez. Qu'est-ce qui vous marque le plus avec cet animal? Alors c'est un animal qui est symbole de force, qui est symbole de cohésion aussi, et puis c'est aussi un animal qui présente toute une série de qualités, qui est finalement assez sensible à bien des égards, et qui a surtout une structure sociale très développée en fait. C'est un animal originaire de chez nous, hein. Alors le sanglier est une espèce totalement indigène, propre au continent eurasiatique, hein, donc c'est vraiment une espèce de chez nous. C'est une espèce qui a malheureusement été introduite sur d'autres continents, où là elle est considérée comme exotique envahissante et pose de graves problèmes. Ce qui n'est donc pas le cas chez nous, parce qu'ici, le sanglier a toutes les ressources nécessaires pour pouvoir survivre. Alors le sanglier profite pleinement des ressources actuellement disponibles pour subsister, se reproduire et se développer. Et je veux dire, compte tenu des circonstances actuelles et la profusion alimentaire, naturelle ou mise à sa disposition de manière accidentelle via des cultures, etc., le sanglier est en train de profiter pleinement de la situation actuelle. Oui. Pour trouver sa nourriture, le sanglier, il utilise surtout son groin. Oui. Son groin qui est composé d'os, ça c'est assez surprenant. Oui, c'est un peu morbide, mais c'est pour ça que je vous ai amené cette tête de sanglier. Ce qu'on remarque, c'est effectivement qu'il a un groin puissant qu'on appelle un boutoir, qui lui sert à retourner les pierres, la terre à la recherche de sa nourriture. Mais c'est aussi et surtout un animal omnivore, c'est-à-dire qu'il mange de tout, aussi bien du végétal que de l'animal. C'est la raison pour laquelle il a une composition dentaire très complète. On retrouve en fait, celui-ci a perdu quelques dents, mais on retrouve toutes les incisives, on retrouve des canines qui sont très développées, qui lui permettent de déchirer des charognes par exemple, ou de se battre avec ses congénères. Et puis des molaires très puissantes aussi, qui lui permettent de mâcher la végétation comme les fruits forestiers, l'herbe, les branches, mais également broyer des os. Donc c'est vraiment une espèce qui est super équipée compte tenu de son régime alimentaire très diversifié. Et opportuniste en fait dans son régime alimentaire. C'est d'ailleurs ce qui peut poser problème. Tout à fait. Donc quand le sanglier tombe sur une ressource alimentaire à sa disposition en grande quantité, il est capable de s'en nourrir quasiment exclusivement pendant une certaine période. C'est le cas par exemple des fruits forestiers, c'est le cas malheureusement aussi dans certains cas de culture agricole. Parce qu'il a une bonne capacité d'adaptation en réalité, et donc il va manger ce qu'il trouve à sa portée. Tout à fait. Donc le sanglier, lui, ce qui va finalement déterminer son choix d'habitat, sa vie en général, c'est la ressource alimentaire et une certaine forme de quiétude. Et donc on le retrouvera dans des endroits relativement improbables, généralement en forêt comme ici, lorsqu'il y a des fructifications forestières, mais dans des forêts relativement pauvres comme celle-ci. Dès le moment où il n'y a plus de fruits forestiers, il risque de sortir du bois et se retrouver alors en plaine agricole ou parfois un peu plus loin dans les jardins, dans les composts, etc. Vous avez évoqué aussi sa structure familiale. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. Donc, comme chez d'autres espèces d'ongulés, la laie, donc la femelle du sanglier, est finalement la responsable de la cellule familiale. On parle de cellule matriarcale. Et donc ça veut dire qu'en gros, on a la femelle, la mère de la portée, avec ses jeunes de l'année, et éventuellement les jeunes de l'année précédente, uniquement les femelles, puisque les mâles, vers l'âge de 10 mois, sont éjectés du groupe, qu'on appelle la compagnie, et ces jeunes, eux, sont censés aller faire leur vie un peu plus loin pour éviter des problèmes de consanguinité génétique. Et donc toute la vie, finalement, d'une compagnie de sangliers est orientée par les meneuses, donc la chef de groupe, et il y a une forme de cohésion à l'intérieur du groupe qui est très importante. La laie meneuse sera celle qui va se reproduire,
certaines années... Parce que c'est la plus forte. Parce que c'est la plus forte, c'est celle la plus lourde, c'est celle qui a le plus de chances finalement d'assurer la survie de ces jeunes. Certaines années, les jeunes qui l'accompagnent, qui sont des subadultes finalement, vont se reproduire aussi en fonction de la disponibilité des ressources alimentaires. Ces subadultes qui vont s'éloigner après de ce noyau, ils peuvent s'en aller loin? Alors en général, c'est sûr que on a fait pas mal de suivi de sangliers par télémétrie notamment, et on remarque que le sanglier en général est très casanier. Quand on suit une compagnie, elle peut, si elle a tout ce qu'il lui faut, rester sur des surfaces de quelques centaines d'hectares, quelques dizaines, quelques centaines d'hectares. Les jeunes mâles, par contre, qui quittent le groupe familial, peuvent eux faire 5-10 km. On a quelques records de 70 à 80 km, mais ça reste du domaine de l'anecdote. Donc globalement, on peut quand même considérer que le sanglier est plutôt une espèce casanière, et ce n'est qu'en période de disette, éventuellement, qu'il pourrait faire des plus longues distances à la recherche de nourriture, ou alors en période de reproduction, où les mâles vont circuler d'une compagnie à l'autre et faire plusieurs kilomètres. Cette capacité d'adaptation que vous évoquiez, d'autres que vous l'ont observée. Baudouin Raymond place des caméras lors des battues auxquelles il participe. Elles lui ont permis de découvrir les stratégies que les sangliers et autres grands gibiers mettent en place pour échapper aux chasseurs et leurs chiens. Je suis en train de positionner ma caméra. Une caméra fixe. J'espère que des sangliers ou des cervidés passeront par ici, grimperont le talus, et puis ça peut nous donner une image, une séquence très agréable à regarder. Vous n'allez jamais en battu sans vos caméras en fait? Ah non. Ah non, non, non. 4 caméras, je crois que c'est un record. Avec ses caméras, Raymond, 73 ans, est passé de tracker à traqueur d'images. Cela fait 30 ans que cet amoureux de la forêt d'Anlier capture des scènes plus incroyables les unes que les autres. Elles reflètent tant la complicité du gibier que son intelligence. Eh bien, ici, pas loin, j'entends des chiens venir vers moi, ça s'appelle une menée. Je ne savais pas quel gibier était poursuivi. Et je filme et j'aperçois dans mon écran un chevreuil qui saute dans le ruisseau. Mais la berge était trop haute pour le chevreuil, donc il ne savait pas sortir du ruisseau. Et les chiens approchaient. À ce moment-là, j'ai vu le chevreuil se blottir contre la berge. Il y avait des plantes aquatiques qui étaient un peu tombantes. Il a glissé son museau sous l'eau. Il n'a plus bougé. Et les chiens sont venus au bord. Hau, hau, hau. Et le chevreuil ne bougeait pas, ne remuait même pas la tête. Hein? Et à un moment donné, les chiens sont partis. Mais le chevreuil était toujours là. Ils sont partis les chiens, tu peux partir. Puis je me suis rapproché de lui et je lui ai parlé. J'ai dit, les chiens sont partis, tu peux partir. Et nos regards se sont pénétrés, nous étions devenus copains. Une proximité avec le gibier qui transpire dans chacune de ses anecdotes et qui l'a déjà amené à stopper une battue en cours. Je suis seul face à l'étang du Pont d'Oie, qui est pris par les glaces. La battue va commencer et je vois arriver dans l'étang des sangliers. Et la glace, elle casse. Et la lémoneuse, qui était avec 5 sangliers de 40-50 kilos, elle avance 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres. Et puis elle n'avançait plus, je voyais bien qu'elle n'allait pas y arriver. Et quand j'ai vu cela, je me suis précipité vers le traqueur d'aile et je lui ai demandé d'arrêter la battue, d'attacher les chiens, que 6 sangliers étaient dans la glace
et que nous n'étions plus en situation normale de chasse. Justicier, débattu, amoureux de la nature et de l'image, cet ancien instituteur partage ses vidéos dans les homes comme dans les écoles pour donner à voir sa vision de la forêt qu'il aime tant. Ici, Alain, on voit vraiment que les sangliers sont passés sans doute les nuits précédentes. Hein. C'est un indice qui ne trompe pas, donc c'est ce qu'on appelle des boutilles de sanglier. C'est le sanglier qui va rechercher sa nourriture sous forme de vers, de larves, qui ne trouve en général que dans ce genre de prairies, un peu plus riches que le sous-bois forestier. Le sanglier a connu une évolution démographique et géographique assez importante ces dernières années. Est-ce que vous pouvez la quantifier ? Oui, sur base des statistiques de tir transmises par les chasseurs, on tirait de l'ordre de 10 000 sangliers avant le début des années 2000 et on est autour de 30-35 000 à l'heure actuelle. Donc c'est 3 fois plus. Donc oui, au moins 3 fois plus. Tout à fait. Et puis au niveau de sa géographie, sa zone de répartition s'est étendue aussi alors? Donc la zone de répartition, historiquement le sanglier était plutôt cantonné dans les grands massifs forestiers du sud du Sion-Sambre-et-Meuse. Et depuis une trentaine d'années, on a constaté une progression vers le nord, vers le nord du Sion-Sambre-et-Meuse, l'ASB, enfin le Condro, l'ASB et ainsi de suite. Donc il y a vraiment, à l'heure actuelle, le territoire wallon est quasiment colonisé par le sanglier. Cette prolifération, elle est due à quoi? Alors c'est multifactoriel, mais il y a un élément qui est très clair, c'est le changement climatique avec l'accroissement des ressources alimentaires sous forme de fructification forestière. Il y a une plus grande fréquence de fructification des chênes, des hêtres. On a aussi l'absence de rigueur hivernale. Ça fait une vingtaine d'années qu'on n'a plus de véritable hiver où il y a une sélection naturelle qui pouvait s'opérer sur les jeunes sangliers ou les plus faibles. Et il y a également le développement de cultures, notamment en Ardennes, de cultures de maïs par exemple, une plaine agricole qui est beaucoup plus accueillante pour le sanglier, à la fois en termes alimentaires mais aussi en termes de couverts. Et puis il y a les aspects de gestion, la gestion du sanglier, qui l'espèce, disons, qui intéresse le plus le chasseur en battu, qui a pris évidemment de la valeur. Et donc il y a des formes de gestion plutôt conservatoires du sanglier, où on essaiera de limiter le tir sur les animaux qui se reproduisent, donc les femelles reproductrices principalement. Donc il y a eu quand même une grande prudence en termes de gestion qui a fait que finalement on se retrouve maintenant avec des densités de population plus importantes et une répartition du sanglier sur l'ensemble du territoire wallon. Certains pointent du doigt aussi le nourrissage fait dans certains territoires de chasse. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, nourrir une espèce sauvage, ça paraît étonnant. Donc l'idée, c'était d'éviter trop de dégâts à l'agriculture. Le problème, c'est que quand on nourrit une espèce comme le sanglier, qui est opportuniste, eh bien, on va quelque part favoriser sa dynamique de population. On va maintenir un poids-seuil pour la reproduction. On va limiter la mortalité naturelle. Et donc, clairement, le nourrissage dans des milieux pauvres comme ceux-ci, le nourrissage a un impact sur la démographie du sanglier. Il y a aussi un enjeu économique en fait là derrière pour les chasseurs. Pour les chasseurs, c'est clair que quand ils s'engagent pour un prix relativement cher dans un loyer de chasse sur une douzaine d'années, c'est clair que lui a intérêt évidemment à rentabiliser sa chasse et à maintenir un minimum d'animaux sur son territoire. Et donc c'est pour ça qu'il a cette gestion assez prudente sur le tir des femelles par exemple. Le fait qu'il y ait beaucoup de sangliers, est-ce que ça va favoriser la prolifération de certaines maladies par exemple? Je pense à la peste porcine africaine. Alors le sanglier est une espèce qui est effectivement capable, en tant qu'omnivore, en tant que charognard, etc., qui est susceptible d'être le réservoir de toute une série de pathogènes. Et c'est sûr qu'à partir du moment où on a des densités plus importantes, où on concentre parfois les animaux sur des nourrissages, on augmente la probabilité de transmission de certains de ces pathogènes. La peste porcine africaine est apparue chez nous mi-septembre 2018. Le virus ne touche que les sangliers et les cochons.
Il est très résistant et très contagieux, mais il n'existe pas de vaccin. Pendant des semaines, des mois, des mesures sont prises qui permettront finalement d'éradiquer le virus. Si la Belgique est aujourd'hui citée en exemple pour sa gestion de la PPA, pour tous ceux qui l'ont vécu de l'intérieur, le traumatisme de cette période reste important. On se demandait quand ça allait nous arriver plutôt que est-ce que ça allait nous arriver. Ça, c'est la peste porcine africaine, une maladie virale qui décime les cochons et les sangliers. Elle est découverte chez nous le 13 septembre 2018. 2 sangliers trouvés à Étal sont positifs. Aussitôt, une zone infectée est définie et rapidement interdite et clôturée. Dans la partie centrale, dans un premier temps, on a laissé faire la maladie. Et puis dans les parties plus périphériques, avec ces systèmes de clôture, ça nous a permis de définir des zones dans lesquelles on allait dépopuler, passer par un stade de population zéro, dans laquelle on a piégé abondamment, on a essayé de renforcer les éliminations par battu, on a fait des tirs de nuit, etc. Le fédéral fait abattre les porcs des élevages situés dans la zone infectée. Les promenades sont interdites, de même que les exploitations forestières et les chasses. Toute une région est mise sous cloche. Mais en fait, on n'avait pas le choix. On n'avait vraiment pas le choix. Donc, dans les mesures qui ont été mises en œuvre, donc la création des zones réglementées, notamment cette fameuse zone infectée, qui a fait entre 500 et 600 km², c'était évident qu'il fallait y laisser les sangliers en paix. Ne pas les déranger et finalement faire en sorte que les sangliers malades, les sangliers infectés, ne se déplacent pas trop et meurent dans cette zone infectée sans s'éloigner trop. Donc, toutes les mesures qui ont été prises, donc l'arrêt de la chasse, comme vous le dites, l'arrêt du tourisme, l'arrêt des activités forestières, heureusement qu'on a pris ces mesures-là. Pour freiner et même stopper la propagation, 320 km de clôture ont été déployés afin de circonscrire le territoire infecté et les zones périphériques. Dans un premier temps, rappelez-vous, on courait souvent un petit peu derrière cette maladie et puis on a pu, à un moment donné, avoir une clôture d'avance dans la région du Luxembourg, c'est une expression consacrée, mais donc une clôture d'avance qui nous a permis de vraiment contourner l'ensemble des territoires potentiellement atteints par cette maladie. Et la Wallonie sort gagnante de cette bataille et retrouve son statut indemne de PPA en janvier 2021. Avec la Tchéquie, aujourd'hui à nouveau infectée, la Belgique est le seul pays à avoir éradiqué la maladie en milieu sauvage. 1 an encore après le retour du statut indemne, on se rendait compte que la peste porcine africaine, elle était encore bien présente, se développait en Allemagne, se développait en Italie. Et donc, c'est par souci finalement de vigilance et de se dire, OK, on a quand même investi des moyens humains, des moyens financiers conséquents dans ce réseau de clôture. Il serait inopportun de le démonter et, dans les mois qui suivent, d'avoir malheureusement un nouveau cas qui survient. Voilà pourquoi les clôtures sont toujours là, car chaque mois, des cadavres de sangliers sont encore analysés. La question d'une nouvelle infection ne se pose pas. La vraie question est, quand est-ce que ça va nous arriver ? La peste porcine, aujourd'hui, elle est éradiquée en Belgique, mais elle est toujours à nos frontières. La peste porcine, elle est toujours bien présente en Europe et elle peut arriver un peu n'importe comment puisque c'est via essentiellement des transports humains qu'elle arrive
et qu'elle change de pays, effectivement. Et donc vous appelez à la vigilance si on rencontre un sanglier mort autrement que par la chasse? Alors une clé de l'éradication de la peste porcine, c'est la détection précoce d'individus morts de causes inconnues, pas le long d'une route ou pas suite à une blessure de chasse. Et on demande aux citoyens de prévenir le département nature et forêt en cas de découverte d'un sanglier de mort inconnue. Le sanglier, il a quand même des avantages dans l'environnement, dans nos forêts. Quels sont-ils? Alors c'est toujours une question de mesure, mais effectivement le sanglier a un rôle à jouer comme tout animal dans notre écosystème. Alors le sanglier, d'abord c'est une espèce proie pour les grands prédateurs. Alors chez nous ça peut être le loup, en Asie ce sera le tigre par exemple, c'est une espèce clé pour ces espèces-là. C'est un animal qui est fouisseur et donc en forêt ça peut avoir un intérêt aussi parce qu'il va avoir tendance à incorporer les graines au niveau du sol et leur permettre de germer plus facilement. C'est un animal qui est aussi capable de disperser les graines sur son pelage ou dans certains cas aussi via ingestion et dissémination via les déjections. Pour les champignons par exemple. Notamment, donc c'est aussi intéressant. Le sanglier, globalement, il a un rôle aussi de prédateur sur certaines espèces. Alors ça sont les effets un peu plus négatifs. C'est un animal qui, de nouveau, tout dépend de la densité, mais peut avoir un impact sur des populations de reptiles. On a des problèmes notamment avec la vipère et le sanglier, sur des oiseaux qui nichent au sol, par exemple. Il peut prédater les œufs ou les oiseaux directement. Mais là, ça reste plutôt, ça relève plus de l'anecdote à partir du moment où on a des populations relativement faibles. Et on y revient toujours, le problème c'est actuellement le surnombre des sangliers qui ne permet pas cet équilibre actuellement. Tout à fait, donc le sanglier quelque part a un rôle important à jouer, mais il est aussi un petit peu victime de son succès et surtout dans un contexte de ressources alimentaires qu'on ne connaissait pas auparavant. Et donc on est en situation de déséquilibre à l'heure actuelle. Savez-vous que les animaux domestiques peuvent causer des dégâts à la faune sauvage? On retrouve tout de suite Stéphane Delogne pour sa chronique. Bonjour à tous, c'est les Curieux de Nature. Aujourd'hui, je risque de me fâcher avec la moitié d'entre vous. Je vous parle d'un super carnivore, un prédateur présent dans 1/3 des foyers. Ils sont 2,3 millions en Belgique et ils font malheureusement beaucoup de ravages sur la biodiversité. Je veux parler de nos amis les chats, l'animal préféré des Belges. Le chat n'a pas toujours été présent dans nos campagnes. Son apparition date d'il y a 10 000 ans, sa domestication s'est faite en Mésopotamie et c'est seulement les Romains qui l'ont amené et le Moyen-Âge qui lui a donné sa popularité pour combattre les souris dans les fermes ou les meuneries. Depuis, c'est devenu un animal absolument plébiscité et qui, retrouvé en liberté, possède un instinct sauvage qui le pousse à dévorer beaucoup d'animaux sauvages. Autrefois, les haies de ce chemin étaient remplies d'oiseaux. Depuis, des amoureux des chats rendent un bien mauvais service et à la nature et à leurs protégés en les nourrissant de façon anarchique. Cela fait pulluler les chats qui ne sont pas stérilisés. On estime qu'un seul couple peut donner 20 000 chats 4 années plus tard, par la simple multiplication. Depuis 2017, la stérilisation est obligatoire, mais peu respectée. Ce sont les communes qui sont responsables du chat que vous trouveriez. Et l'enjeu est énorme. Dans les refuges, 11% des animaux qui arrivent blessés le sont par des chats sauvages. Un chat errant comme celui derrière moi est responsable de 3000 prédations d'animaux sauvages chaque année. C'est évidemment l'homme le principal superprédateur responsable de l'appauvrissement des habitats, de la destruction par les pesticides, mais le chat, malheureusement, le seconde dans cette action de destruction. Une étude, valable pour l'Australie, montrait que les chats sont responsables d'un quart des disparitions d'espèces à l'ère moderne. Chez nous également, les chats rendus à la vie sauvage deviennent des chats féraux. Ils sont inchassables depuis 2015, mais ils se croisent, ils s'hybrident avec les chats sauvages et risquent en cela de les faire disparaître.
Le meilleur moyen de protéger et ces chats et la faune sauvage, c'est de faire comme cette propriétaire, de les garder chez soi et d'aménager sa maison pour que leur éthologie, leurs besoins soient respectés. Ici, les chats ont évidemment de quoi gratter, de quoi se déplacer et évidemment, ils jouent. On estime par exemple qu'un chat qui joue un quart d'heure par jour voit ses besoins de prédation sur la faune sauvage diminuer de 25%. La meilleure façon de protéger les écosystèmes et la sécurité des animaux qu'on aime, c'est évidemment de les garder chez soi. Mon but n'est évidemment pas de lancer une croisade contre les chats. Quand, comme moi, on aime la faune sauvage, on a évidemment beaucoup de tendresse pour la faune domestique. Mais il faut reconnaître l'impact très défavorable du chat sur beaucoup d'espèces et essayer évidemment de les garder au maximum chez soi. Et lorsqu'on n'y parvient vraiment pas, eh bien, les munir par exemple de ce genre de petit grelot qui avertira les oiseaux de la présence de votre félin, ou encore aller simplement les promener munis d'un harnais. Et enfin, pour les éloigner des zones que vous dédiez à la biodiversité, eh bien, utilisez ce type de répulsif qui peut facilement éloigner votre animal des animaux sauvages que vous protégez. Donc, chez vous, agissez pour la nature. Alain, je retiens de nos échanges que l'équilibre pour le sanglier reste assez difficile à trouver. C'est quoi le défi pour vous pour ces prochaines années ? Les défis sont nombreux. Disons qu'ici, la pression de chasse sur le sanglier est sans doute l'élément le plus important pour essayer de contrôler ces populations. Et ça, c'est vrai chez nous, c'est vrai partout en Europe également. Merci beaucoup. Avec plaisir. On se quitte comme chaque mois avec les images que vous nous partagez sur notre groupe TV Luxe Côté Nature. Merci pour votre fidélité à Curieux de Nature. À très bientôt.